Bonjour à tous, allez, deuxième partie du debug du robot de trading. On a vu les logs et puis un petit peu l'environnement, comment ça pouvait se passer à la mise sous tension du robot, enfin à l'installation. Maintenant, on va s'attaquer aux alertes et surtout aux paramètres, parce que sans les paramètres, le robot, c'est comme une clé à molette et une poule, elle ne sait pas quoi en faire. Voilà. Mais avant, un challenge. Eh oui, c'est nouveau. Je vous propose ici un exercice. Vous avez toute la vidéo pour réfléchir et pour essayer de trouver les réponses. On verra ça à la fin. Par exemple ici, on commence par a égale 1, point virgule évidemment. Vous savez ce que ça fait? Très bien. Maintenant ici, on a tout un ensemble de conditions. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai deux questions à vous poser pour chacun. Est-ce que la condition est vraie? C'est-à-dire que est-ce que cette ligne-là va déclencher un traitement derrière? Oui ou non? Et une autre question, bonus celle-là, que vaut A quand on est rentré dans la condition? Normalement, si vous savez coder, vous trouverez toutes les réponses. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une connerie. Et je sais que, pour en avoir fait quelques-unes, il peut arriver que vous ayez soit fait une écriture dans ce style-là ou pas dans ce style-là, et ça peut générer des erreurs. Si vous trouvez toutes les bonnes réponses, c'est nickel pour vous. Ok. Mais si vous avez une coquille, ça peut être une coquille que vous avez fait dans votre code. Ça sera l'occasion de fouiller. Donc, toute la vidéo, je vous laisse ça, je vous mets en grand là pour être sûr que vous voyez bien. Bon, en tout cas, maintenant, on va s'attaquer au contenu de la vidéo. Donc, on va voir les alertes, on va voir les paramètres, on va vraiment tout regarder les paramètres pour être sûr, mais vraiment sûr et certain après ça, que vos paramètres sont bien codés et que vous pouvez être rassuré, si vous les remplissez bien, votre robot sera bien enrichi et bien renseigné. Et après, on verra comment fonctionne le reste. N'oubliez pas, hein, vous avez toute la vidéo pour le faire ça. Allez, on y va. Bon, nous revoilà donc sur le robot de trading. Donc, rappelez-vous, la dernière fois, on a testé surtout les logs et le fonctionnement global de la partie init. Donc, vérifiez vraiment que tout le robot s'initialise correctement avec les 14 étapes. Je vous rappelle que on a fait des prints sur chaque moment en fait de la fonction onInit. Si jamais vous n'avez pas les 14 étapes et que votre robot s'arrête avant, c'est qu'il y a un problème dans le code, il y a peut-être un débordement de pile, un débordement de quelque chose, une erreur en fait qui l'oblige à s'arrêter. Mais vous inquiétez pas, on va refaire tous les éléments un par un et on va vérifier tout le fonctionnement et vous allez trouver votre erreur, ça pose aucun problème. Là, donc on a fait cette partie log, avec, je vous rappelle, tout plein de fonctions pour vraiment tester la classe des logs en entier. Et maintenant, on va faire les alertes. Et juste après, on va pas faire monnaie tout de suite, mais on va surtout faire une partie très intéressante, c'est les paramètres. Parce que s'il n'y a pas les paramètres, vous ne pouvez pas configurer votre robot et il peut se lancer, mais ne jamais rien faire. C'est assez important. Donc aujourd'hui, les alertes. Donc là, vous allez voir, c'est très facile. Donc on ouvre la classe alerte. On regarde dedans. Qu'est-ce qu'on a? On a trois fonctions publiques. On a la partie configuration, la partie du choix du type d'alerte, savoir si on veut par exemple du texte, du son ou des notifications. Et puis on a l'envoi d'un texte. Alors, pour les notifications, c'est particulier parce que vous allez devoir configurer votre plateforme. Dans la vidéo où j'ai créé, donc une des premières vidéos sur le robot, où on a créé ça, la classe alerte, je vous ai expliqué comment créer donc la configuration de la plateforme pour les alertes notifications. Ça passe par le téléphone. Voilà, on doit avoir MetaTrader sur le téléphone avec une information, un code d'identification qui permet de lier le téléphone, l'application sur le téléphone et l'application qui est sur votre PC. Et les deux, après, permettent d'interagir et de communiquer ensemble. Nous, on va surtout s'atteler donc sur le texte et sur le son, mais le son, ouais, c'est pas très compliqué.
Si on regarde ce qu'on fait dans Darwin, on fait deux appels, donc on appelle ici config, qui permet de faire donc le nom du soft et le nom du son alerte. Alors le nom du soft, nous on l'a appelé Darwin 001, puisque c'était le premier robot basé sur la vidéo. Après vous pouvez en fonction de la stratégie que vous intégrez, vous pouvez l'appeler Darwin 02, 3, 4, voire votre propre nom, ça pose aucun problème. Et puis ici, le nom alerte, je vous propose celui-ci. C'est un fichier qui existe, donc voilà, vous n'avez pas de risque. Et si vous voulez en mettre un autre, faites bien attention que ce fichier son que vous voulez soit bien dans le bon enregistrement. Pareil, je vous renvoie vers la vidéo, je vous mets ça dans le lien. Vous avez une vidéo qui explique tout en détail où se situent les fichiers. N'hésitez pas. Donc là, on va garder ces deux constantes. Donc Darwin 001 qui est un nom tout à fait banal. Et puis le fichier de nom alerte où vraiment faites en sorte de mettre ce nom-là pour être sûr de ne pas avoir d'erreur. Évitez les minuscules, majuscules, essayez de vraiment garder ça. Pour le nom de fichier, ça pose aucun problème, mais je sais que MetaTrader est ce qu'on appelle un langage case sensitive, c'est-à-dire que une majuscule et une minuscule sont deux caractères différents et ça peut, dans certains cas, même dans beaucoup de cas pour les syntaxes, jouer des problèmes à la compilation par exemple. Donc je redescends ici, donc là la config, il n'y a rien de particulier. Le type alerte, là nous on va faire, tiens je vous propose ça. On va ici créer notre environnement de test et je vous rappelle qu'après on fait le init fail pour être tranquille, ne faire que ça. Donc ça vous permet de faire quoi? Ça, quand vous allez lancer votre robot, ça va lancer automatiquement la fonction onInit et ça va traiter tout ce qu'il y a dedans. Jusqu'au return, et là il y a normalement trois types de return. Il y a le return init fail, quand vraiment vous voulez arrêter le robot parce qu'il y a une erreur. Vous avez plus bas, il y a quelque chose qui s'appelle init succeed. Je ne sais pas comment on dit en anglais, c'est pas grave, succès si vous préférez, qui permet donc de dire ok c'est bon, le robot est configuré, on passe à la suite. Et puis vous avez aussi un problème aussi de paramètres. Et pour savoir les différentes choses, je fais init fail, clic droit, aller dans l'aide. Et nous ouvrons une fenêtre où on voit les différentes valeurs que l'on peut sortir. Comme je vous ai dit, init fail quand vraiment ça a échoué. Init succeed quand vraiment tout est fait correctement et on peut continuer. Et vous avez donc deux choses, le init parameter incorrect. Ça, si vous avez des paramètres et que vous voulez forcer l'utilisateur à mettre des valeurs cohérentes, vous pouvez faire un check et puis dire si jamais c'est pas cohérent, on sort cette information, donc le robot va s'arrêter, le logiciel va s'arrêter, que ce soit indicateur ou robot, et puis vous aurez à vous de mettre un petit message qui dit attention, là c'est cette valeur où tu mets la valeur que j'attends. En règle générale, moi ce que je fais, c'est que généralement je fais rarement cette erreur là. Moi ce que je fais, c'est que si jamais il y a un paramètre qui est en dehors des limites que moi j'autorise, à ce moment-là, je mets une valeur par défaut et je mets un petit message en warning en disant attention, votre paramètre est faux, mais je vous ai mis celui-ci pour que vous puissiez l'utiliser comme l'indicateur ou le robot. Et puis ça, j'ai jamais fait. Les trois premiers sont les plus importants en fait, c'est vraiment ce qu'on trouve le plus souvent. Voilà, donc moi ce que je fais, écoutez, je fais en sorte d'avoir le onInit, ça on l'aura, et puis je mets un ensemble de traitements. Et puis je force l'arrêt violent en fait quelque part du robot parce que je veux surtout pas aller plus loin. Là je vais tester la fonction alerte, la classe alerte. Donc je veux surtout pas m'embêter à avoir un traitement après qui va se relancer parce que je sais pas dans quel état sera le robot. Donc là ici qu'est-ce qu'on fait? Là on va faire false, on va mettre faux partout, tranquille. Ici je vais faire un envoi d'alerte. Donc là, je vais ici, tac, je préfixe par alerte. Alors, je vais très vite, mais bon, vous pouvez le faire vous-même. Le texte, on va faire Toto. Et avec log, on va faire faux. Alors, je mets faux parce que j'ai pas initialisé les logs, donc c'est pas la peine d'envoyer des logs. Et je vous rappelle que le envoi, ce qui se passe, c'est que là, si je cherche envoyer ici, voilà. Par défaut, on met vrai. Donc par défaut, si on fait une alerte, on envoie aussi, on enregistre aussi dans les logs. Si jamais je mets faux ici, c'est simple, voilà. C'est qu'en fait, si j'ai faux, je n'enverrai pas les logs. Donc là, c'est des warnings. Et ça me permet en fait comme ça d'avoir une seule fonction au niveau alerte et j'ai pas à réappeler derrière avec le même message dans les logs. Ça se fait automatiquement dans cette fonction-là.
Donc là, bon, on met faux, comme ça on n'est pas emmerdé, on n'enverra aucun log, ça tombe bien, ils ne sont pas initialisés. Donc voilà, ce qui fait qu'ici, hop là, je reviens. Alors voilà, ça c'est fait. Ensuite ici, avec ça. Allez, là je veux pas. Et voilà. Alors qu'est-ce que ça fait? Ici je vais faire un toto 0, ici toto 1, ici toto 2 et un toto 3. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? On va faire ça. Donc là, j'initialise avec le nom du logiciel et le nom du fichier alerte. Enfin, le nom du fichier son, pardon. Ici, première chose, je vais configurer avec aucune alerte. Et j'envoie quand même une alerte. Normalement, je ne devrais rien recevoir. Ni de son, ni de notification sur le téléphone, ni de message sur l'écran. Toto 0, je ne le verrai pas. Ensuite, je fais ça. Donc là, je devrais avoir un texte. Je vais avoir un texte qui va s'afficher à l'écran. Et pas de son et pas de réception sur mon téléphone. Ici, c'est le son. Donc là, je vais avoir uniquement un son. Et pas pareil, pas de texte à l'écran, pas de notification. Et ici, j'aurai une seule notification sur le téléphone et j'aurai ni son ni texte à l'écran. Voilà, on va compiler. Il n'y a pas beaucoup de changements, ça devrait marcher, nickel. Alors pour le son, ben, il n'y aura que moi qui va vous dire si j'ai un son. Hein. Mais vous faites pareil, hein. Franchement, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Quand on teste une classe, en fait, quand on teste une classe comme là, bon là, elle est facile, c'est celle-là, elle est vraiment très très facile. Mais quand vous testez une classe, vous devez essayer de voir tous les cas particuliers que le logiciel pourrait utiliser. Et même les cas à la limite, hors limite justement, pour vérifier que même dans les cas où quelqu'un ou vous rentrez un paramètre mauvais ou vous faites une mauvaise organisation, enfin une mauvaise suite d'appels, que votre application fonctionne correctement. Là, il n'y a aucune difficulté. Donc je me retrouve ici, je mets le robot, on fait OK. Ici, j'ai bien le Toto 1 qui apparaît, c'est bien ce que je voulais. Et c'est tout. Et si je vais sur mon téléphone, là je vois que j'ai uniquement le Toto 3 qui apparaît. Voilà. Donc pour moi, ça fonctionne. Il n'y avait aucune difficulté, mais voilà, je voulais quand même vous montrer comment tester cette petite classe qui franchement est très très simple. Et vous voyez quelque part le robot, je vous montre ici, le robot ici n'apparaît pas. Quand votre logiciel est fonctionnel, en fait, vous voyez un petit logo ici qui apparaît. Et là, le robot ne fonctionne pas. Et quand on va dans Expert, donc là dans Expert, on voit uniquement le message qui a été fait par le robot. Et si on va dans le journal ici, ici, on voit que le robot a été chargé correctement. Ici, il initialise, mais avec une erreur avec le code numéro 1. Alors le code 1, c'est tout bêtement init incorrect. Mais bon, voilà, l'initialisation s'est mal passée et le robot a été retiré. Donc on a bien ces trois informations qui montrent bien le fonctionnement qu'on a fait. Donc on a chargé le robot, il a vu une erreur dans l'init et puis il a retiré le robot puisque quelque part il n'est pas fonctionnel. Donc là, ça fonctionne et ici on a bien uniquement l'alerte qui nous correspond avec la petite fenêtre qu'on a eue sur l'écran. Voilà, donc pour moi, tout ça, on peut le retirer. Ça n'a pas trop de sens. Et maintenant, on retrouve le code initial du robot. Alors maintenant, on va passer à quelque chose qui est beaucoup plus complexe, on va dire. Ce sont les paramètres. Alors les paramètres, on ouvre donc le fichier paramètres.mqh dans lequel on a tout plein de choses. Et c'est là-dedans où vraiment, mais je vous assure, faites un maximum de tests sur les paramètres. C'est eux qui vont conditionner le fonctionnement de votre robot. Si vous avez une connerie là-dedans, ça va tout conditionner et vous pouvez avoir un robot qui est le plus propre possible, le plus testé possible. Si vous avez une connerie dans les paramètres qui fait que les paramètres ne sont pas chargés ou sont mal chargés, et votre robot, c'est comme une brique, ça vous servira à tenir les livres sur l'étagère, mais pas du tout à faire du trading. Et oui. Alors, allez, on descend ici. Ici, vous avez des define ici qui sont très importants. Le premier ici, c'est le nom du fichier de paramètres tel qu'il sera inscrit et lu sur le disque. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, ça pose aucun problème. Moi, j'ai mis param.dta. C'est ça qui me permet de le retrouver après. Ici, vous avez une période, c'est en minutes. Faites gaffe, c'est pas des secondes. Si vous mettez 60 par exemple pour dire 60 secondes, ça va attendre 1 heure avant de relire les paramètres quand vous aurez des changements. C'est un peu long quand même.
Donc là, c'est bien en minutes. C'est pour ça que j'ai mis le commentaire en minutes. Ici, vous avez les préfixes. Donc vraiment, dans votre fichier paramètres, qui est un fichier de texte, hein, vous avez un préfixe. La première, le début de chaque ligne, c'est un préfixe qui permet de dire qu'est-ce qu'on va avoir à la suite. Alors, vous pouvez aussi mettre ce que vous voulez. Ça pose aucun problème. C'est ici qu'on les met. Par contre, faites gaffe, si c'est une majuscule, c'est une majuscule. Si c'est minuscule, c'est une minuscule. Si vous avez un underscore ou un espace, faites gaffe parce que le logiciel va s'attendre à avoir exactement la chaîne de caractères, donc le texte qu'il attend. Je vous déconseille très fortement de mettre des espaces avant, après dans ces textes-là. Parce que je crois me souvenir que dans le code, quand on lit une ligne, on découpe par les points-virgules ou par les séparateurs et on supprime en fait les espaces qu'il y a avant-après. Si vous mettez un espace là, vous serez obligé de mettre un espace. Mais comment savoir qu'il faut un espace? Vraiment respecter la syntaxe. Alors vous pouvez, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre le texte que vous voulez, mais respectez la syntaxe majuscule, minuscule et surtout pas d'espace, s'il vous plaît, parce que sinon ça pose des problèmes. Pareil ici, le dstart, vous voyez ici, c'est underscore, c'est la barre du 8 qui est sous le 8. C'est pas un espace, parce que sinon, vous pouvez avoir un truc qui ne marche pas. Donc faites gaffe à ça, c'est très très important. Quand on est bon sur ça, vous saurez en fait exactement ce que vous pourrez mettre dans le fichier paramètres. Ensuite, ici, on a les données privées. Pour l'instant, on s'en fout. Fonction privée, on s'en fout. Par contre, public, on s'en fout pas. Ici, on va faire le config, on va vérifier tout ça et on va appeler d'ailleurs. Bon, on va appeler tout ça. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je copie tout ce qui est en public parce que l'objectif, c'est de tout tester. Dans Darwin, je vais ici au tout début, je recopie tout ça. Juste à la fin, ici, je mets le init fail pour arrêter, bien sûr, l'initialisation. Tout ça, je vire les espaces avant. Allez, et on va faire comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ce truc-là? Comment on va se débrouiller pour appeler tout ça? Déjà, on va faire le config, ça me paraît logique. Voilà, je vais tout bêtement reprendre ça. Alors, il y a quelque chose quand même. Ici, j'ai des paramètres. Ici, j'ai des paramètres. Alors ici, bon, par défaut, si jamais j'ai pas le paramètre qui a été renseigné, c'est, vous savez, le contrôle du fichier pour voir si cycliquement le fichier a été modifié ou non. Donc là, je prends ça si jamais il n'a pas été passé en paramètres. Alors, celui-là, je vais le chercher. Dans paramètres, il vaut quelle valeur? Il vaut 1. Bon, ça tombe bien parce que nous, quelque part, dans le logiciel ici, on mettait 1 aussi. Donc, il n'y a pas de risque, pas de problème. Le répertoire, donc si jamais il n'est pas bien configuré, on va avoir un config OK qui sera KO. Donc là, je vais regarder exactement config OK. Donc là, normalement, et puis ça c'est pareil, hop, on fait ça, get file name. Ici, qu'est-ce que je fais? Ici, j'ai deux informations qui me sont retournées. Je récupère savoir si la configuration est bien correcte et je récupère aussi le nom du fichier de paramètres. Donc ça, c'est des informations qui sont utilisées après pour l'affichage ou pour traiter déjà est-ce que les paramètres sont correctement initialisés ou non. Donc là, j'utilise ça et je vais afficher les résultats. Donc ça, c'est très bien. Ici, je copie-colle ça et au lieu de mettre le cas répertoire qui est initialisé en haut, là, ici, je vais mettre autre chose. Entre autres, je vais mettre un répertoire qui n'a pas le double backslash. Donc là, je ne le mets pas et je verrai bien ce qui se passe. Pour être sûr de repérer dans les logs, parce qu'on risque d'avoir un peu de bruit, ici, je vais faire un texte sans backslash. Et ici, avec. Voilà, comme ça, j'ai bien deux traitements différents. Là, j'indique ce que je vais faire comme test derrière. Et je verrai bien ce qu'il me fait. Et ici, je fais pareil, je dis que c'est avec le backslash. Et je verrai bien la configuration si ça fonctionne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme traitement? On va aller dans paramètres publics. C'est là où on a toutes les fonctions publiques. Alors, le config, blablabla, on rase les paramètres, on nettoie, on contrôle. Et c'est là où on aura normalement un nom, enfin une information. Ici, par contre, ce que je vois, c'est qu'ici, on utilise les logs.
Donc on va devoir, dans notre petit blablaterie là, de config, enfin de oninit, initialiser les logs avant. Sinon ça ne marchera pas bien. Ici, il fait ça. Le file name, du coup, on va le récupérer derrière. Ici, il y a du warning si jamais on est inférieur. Ça veut dire qu'on a un message. Il faut tester ça. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ajouter aussi... tiens, on va le faire là, carrément. Ici, on va faire 2 erreurs. On va mettre 0. Alors, on ne peut pas mettre -1 parce que si le paramètre, je ne sais pas si vous le voyez, c'est écrit petit, c'est uint. C'est-à-dire que c'est une valeur non signée. C'est-à-dire que ça sera toujours du positif. Donc 0, c'est plus petit, on met 0. Ici, public, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est le warning. Et puis après, on mémorise et on sort. Pas de problème. Qu'est-ce qu'on a? Là, il sort un vrai. Est-ce qu'on peut sortir un faux? Oui, on sort un faux. Et d'ailleurs, si on n'a pas le bon nom de fichier, si notre fichier est incorrect, on va sortir faux. On n'aura jamais le test après de l'intercheck. Donc là, on va devoir faire un traitement différent. Ici, on va le faire 2 fois. Et ici, pareil, 2 fois. Et puis là, je ne mets rien, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que là, je vais envoyer la configuration avec 2 informations. Le nom du répertoire qui sera mauvais et 0 comme durée d'intercontrôle, enfin durée de contrôle du fichier param. Dans le code que j'ai vu en public, normalement, si jamais j'ai une erreur sur le nom du fichier, je fais un log et je sors. Donc je ne vais jamais dans le test ici de la période minimum. Effectivement, c'est pas la peine, le fichier est incorrect, donc c'est même pas la peine d'aller plus loin. Donc, si je mets ici un mauvais nom avec 0, il ne testera jamais le 0. Par contre, ici, je mets 1. Donc là, il va tester, il va s'arrêter là aussi. Ça sera la même chose, parce qu'en fait, il va s'arrêter sur le nom du fichier. Par contre, ici, avec le backslash, ici, le nom du fichier est correct, donc il n'y a aucun problème. Par contre, là, il va tester la période. Et là, je devrais avoir un warning ou une erreur sur le nom de la période. Ici, par contre, ça va très bien se passer, puisqu'on a un bon nom de répertoire, et puis la période qui sera prise avec celle qu'on a envoyée ici, enfin, qu'on a mis par défaut dans la fonction, dans l'appel de la config. Pendant que j'y pense, ici, je vais faire les logs, parce que sinon, comme je vous ai dit, ça ne marchera pas bien. Donc ici, on va faire les logs. Alors ce que je fais, c'est que je mets une indentation proche, comme ça je repère plus facilement tout le code que j'ai rajouté pour les tests. Je sais qu'après, quand je nettoie, tout ce qui est collé sur la colonne 0, en fait, je sais que je peux le virer, parce que c'est moi qui l'ai rajouté. Ensuite, donc on a fait tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, la config, on l'a fait. Config, ok, ça retourne tout bêtement par rapport au nom du fichier. Le getFileName, ça retourne une information. Donc là, on verra exactement si le fichier a été initialisé ou non initialisé. Et après, on rentre dans la partie cyclique. Donc là, dans la situation, pour les paramètres, on ne pourra pas tester le côté lecture cyclique avec des modifications du fichier en cours et tout ça. Parce que ça intègre vraiment trop de choses en même temps. Par contre, on va pouvoir tester comme la lecture du fichier à l'init. Puisqu'en fait, automatiquement, on va appeler ça et ça va le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, le dernier check, je crois qu'il est initialisé à 0. Donc forcément, on sera supérieur à la période de 1 minute. Et ce qui fait qu'on va faire tout traitement derrière. On va tester ça. Et pour tester, voilà ce que je vous propose. Ici, on va faire des prints. On va vraiment faire du debug très très simple. Ici, je reprends tout bêtement le commentaire. Voilà, donc si on a la condition, on va passer par ici. Et ici, voilà, je vais faire ici. Pareil, je prends le commentaire, je m'embête pas, franchement. Comme ça, c'est facile à retrouver. Et puis ici, encore une condition avec un print. Et là, c'est, je vais reprendre la condition ici. Donc normalement, on va appeler cyclique, au moins une fois. Et on va passer normalement par ces 3 conditions. Et jusque ces conditions, on va faire l'ouverture du fichier, etc., etc. On devrait voir ces 3 choses et surtout, on va voir aussi l'extraction des données. Et on va voir ça en détail. Donc, pour que ça fonctionne, ici, après avoir fait l'initialisation correcte, celle-là, donc, on va appeler ici param cyclique. Ici, tiens, juste avant, on va faire un print de paramètre lu, param.paramètre lu. Et juste après, on va le refaire. Donc une fois, après la config, on devrait avoir faux ici, puisque les paramètres n'ont pas été lus. Et dès qu'on aura appelé cyclique, normalement, on aura vrai. Ça sera testé. Ici, c'est particulier, on verra tout à l'heure. Bon, on retourne dans la partie publique.
Ici, le fameux traitement cyclique, je ferme ça. Le fameux traitement cyclique, on va donc vérifier qu'on est bien dans un temps correct, on va vérifier que le fichier s'ouvre bien et on va lire le contenu grâce à la fonction extrait données. C'est une fonction qui est privée. Donc, je vais dans les fonctions privées, je cherche, et là, celle-là, elle est un peu balèze. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on ouvre le fichier, on fait le file open. Si jamais on a une erreur, on aura un log. On a vu dans l'épisode précédent que les logs fonctionnent correctement. Donc, si jamais on a un problème, on verra les logs. Comme là on teste, je vais rajouter quand même une fonction print qui va s'appeler tout bêtement erreur d'ouverture de fichier. Comme ça, visuellement, je cherche au même endroit. Ça sera dans la partie console que je verrai. Pas la peine d'aller voir les fichiers des logs plus la console, ça fait un peu mélanger tout ça. Ici, on fait blablabla, et ici, on récupère toutes les données. Alors, comme ici, on va lire, vous voyez, ici, on fait un rasparam. Là, on sélectionne le séparateur des informations, et ici, on va lire jusqu'à temps qu'on soit à la fin du fichier des paramètres. Ici, on récupère la ligne des paramètres. Ici, on la découpe et tout ça, etc. Donc là, une information intéressante, est-ce que je lis correctement le contenu du fichier des paramètres? Pour ça, je vais rajouter ici, un print, et je vais afficher L'. D'ailleurs, je vais faire ça. Donc je fais L' égale, et après je mets le contenu. Ça, c'est un grand avantage, ça veut dire que si jamais je vois qu'effectivement tout mon fichier des paramètres est bien lu correctement, je vais revoir sur la console l'ensemble des lignes du fichier des paramètres. Ici, j'ai un traitement avec le split ici. Le split, ça veut dire que je prends une chaîne de caractères, je définis un séparateur et je vais découper ma ligne en petits tableaux de chaque information séparée. Ça peut ne pas marcher. Vous n'êtes pas à l'abri, ça peut ne pas marcher. Et pour ça, lui, il met ça dans le nombre de champs, donc dans le nombre d'éléments qui sont constitués par ce séparateur. Et si jamais ça ne marche pas, ici, vous avez 0 si ça ne marche pas, et vous risquez de ne jamais avoir le traitement derrière. Donc ici, je vais rajouter ça égale et ça. Donc je vais montrer en fait la valeur du NB champ, et je mets la valeur qu'on a trouvée, et en dessous, à côté plutôt, je mets le contenu de la ligne. Comme ça, je vais vraiment les deux choses importantes qui vont conditionner le traitement derrière. Ici, nettoyage des lignes, ici tiens, je le mets en majuscule. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut faire attention aux minuscules, majuscules. Quelque part, je le traduis en majuscule. Je vire les espaces, c'est pour ça que c'est important de ne pas mettre d'espace dans les trucs attendus. Je vire les espaces et après je le mets en majuscule pour être tranquille. J'ai bien travaillé, hein, bravo. Et ensuite ici, je vais dans chaque fonction qui permet d'extraire les données. Donc là, on va faire ça. Je vais aller dans chaque fonction, dans l'INUSE par exemple, et au tout début, ici, je vais faire un print function. C'est-à-dire qu'avec ça, alors pour l'instant, je vais juste voir si je rentre bien dans la fonction attendue. Donc pour les news, ensuite la ligne, je la répète dans le dstart, le dend, en fait dans toutes les fonctions qui permettent d'extraire les données. Voilà. Alors vous voyez, c'est dès le début, hein. Donc comme ça je suis sûr qu'il n'y a aucune condition. Dès le début, je fais le print. Donc c'est un peu laborieux parce qu'il y a quelques fonctions quand même. Si vous avez ajouté des paramètres pour vous, n'oubliez pas de les mettre dans les fonctions que vous avez ajoutées. Et là comme ça, on aura une vue complète. Tous les paramètres pour l'instant qui sont interprétés, enfin qui sont compris et lus. C'est juste ça qui nous intéresse. Voilà, je crois que les alertes c'est bon. Ensuite, le visu, le état simu, extract double parce qu'en fait on va extraire des valeurs doubles, donc des valeurs flottantes avec des virgules. Extract integer pour les heures et pour les dates. Je crois que c'est bon, on est arrivé à la fin. Et du boulot. Alors oui, dans extrait date, extrait heure et tout ça, c'est pas des fonctions appelées pile à l'ouverture, à la lecture de ligne de fichier. Je vous remontre tout au début, voilà ici. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est les lits quelque chose. Tiens, d'ailleurs, il y a ça aussi. Il est où? Il est là. Ok, je l'avais effectivement pas mis. Et robot en route, il est là. Voilà. Comme ça, je suis garanti que toutes mes lignes ici sont correctes. Et puis, par contre, il faut prendre aussi en compte ici que là, j'ai différents if, tous les paramètres que je connais et qui sont censés être vus. Et si jamais j'ai un warning ici, il faut aussi que j'imprime
pour repérer toujours dans la console qu'effectivement j'ai une erreur. Donc on va dire champ inconnu, on va reprendre le texte aussi. Alors c'est laborieux, mais on est en phase de test. C'est tout à fait logique de faire tous ces petits travaux-là. Le tout, c'est de repérer quand même les informations pour éviter de les oublier quand on nettoie. Pareil aussi, quand vous faites ça, faites gaffe quand vous retirez ces petites choses-là, de ne pas virer une ligne qu'il ne faut pas retirer. C'est pour ça que moi, l'indentation, je la mets toujours au début. Tout ça pour dire que quand on va faire cyclique, on va avoir beaucoup d'informations affichées à l'écran. Ensuite, ici, on a tous ces petits traitements-là qui vont permettre de relire l'information. Pour l'instant, je mets ça en commentaire. J'encadre avec le slash étoile et je finis par étoile slash. Parce que pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Là, ce qu'on veut, pour l'instant, c'est se focaliser sur la lecture. Donc, l'accès du fichier des paramètres et sa lecture avec le contenu. Après, quand on aura lu, on verra exactement ce que l'on ressort. Bon, on a fait du gros travail, je compile. Le print, il connaît pas. Pourquoi? Parce que j'ai oublié la... Vous voyez, là, c'est des erreurs. Bon, c'est extrêmement rapide. Il me dit, l'erreur ici, le print, quelques opérateurs sont attendus. Ma ligne est correcte. Regardez ce qui se passe juste avant. J'ai oublié le point-virgule. Et le compilateur, pour lui, c'est comme si je faisais ça. Parce que le point-virgule, lui, se permet d'arrêter une phrase et de dire, cette phrase-là, du début jusqu'au point-virgule, je vais chercher à la comprendre. Donc là, il essaye de comprendre cette phrase-là. Et là, il dit effectivement, il y a un problème là, je ne vois pas ce qu'il y a derrière. Mais comme l'erreur est sur la ligne 151, puisque c'est là où le point-virgule s'arrête, et oui, c'est là le problème, pour lui, il va considérer que la ligne se termine sur le point-virgule. Donc il dit que l'erreur est sur le 151. Sauf qu'en fait, non, elle est sur le 150. Bref, donc là, je rajoute sur mes différents points que j'ai oubliés et on recompile. Ça marche beaucoup mieux. Bon, maintenant, on va sur la plateforme que je mets en grand. Et on va tout bêtement ici effacer l'ancien contenu et on va mettre le Darwin et on va voir ce qui se passe. Il se passe plein de choses. Alors, voyons. Que se passe-t-il? Ici, le test sans backslash, il indique faux. Et effectivement, fichier des paramètres non initialisé. Ici, pareil, mais vous savez que c'est avec le temps de contrôle. On a mis 0 et 1, je crois. Mais là, en fait, on voit bien qu'il s'en fout complètement. Ce qui lui prime déjà, c'est le fait que le fichier n'est pas cohérent. Donc on a bien test sans backslash, c'est pas bon, la config n'est pas bonne et le fichier n'est pas connu. Si on le refait, c'est pareil. Par contre, avec le backslash, là il dit que la config est nickel et il nous sort le fichier des paramètres. Donc on sait qu'on va devoir le chercher ou le créer dans cet endroit-là. Ensuite, pareil, tout est bon. Quoi, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on a fait exactement dans le config? Le premier test avec backslash, il aurait dû nous mettre une petite alerte. Et j'ai pas vu d'alerte. Pourquoi? Je remonte tout en haut dans le config. Faut que je comprenne pourquoi. Ah oui, oui, d'accord, ok. En fait, là, voilà, ici, on doit avoir quelque chose, mais il a mis dans le warning. Sauf que moi, je m'attendais pas à ce qu'il le fasse dans le warning, je m'attendais à avoir un print. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Eh bien écoutez, on va ouvrir le fichier des logs et voir si effectivement il y a quelque chose comme ça, un message qui s'est passé. Donc pour ça, j'ouvre le répertoire Common File Darwin 0, puisque c'est tous les paramètres. J'ouvre le fichier des logs ici. Donc là, effectivement, on a le nom de répertoire Darwin incorrect 2 fois, puisqu'on l'a appelé 2 fois dès le début. Et ici, on a bien la période de vérification fixée à 1 minute. Et je vois d'ailleurs qu'il y a une petite erreur, j'ai pas mis d'espace, donc c'est pas très propre. Et puis ici, on s'en fout, et puis ça c'est encore autre chose. Hop, ici, un petit espace. Bon, c'est plus beau. Bref, donc ça a bien fonctionné. Retournons maintenant ici. Donc là, avec backslash vrai, fichier des paramètres. Ensuite, le false ici, je vous rappelle que c'est l'information comme quoi est-ce qu'on a lu le fichier des paramètres. Donc je vous montre dans le code ici. Là, on est bien ici. Est-ce que les paramètres ont été lus? Donc là, c'est faux. Ici, il nous fait la première étape qui est le contrôle du fichier à intervalles réguliers. C'est bon, il est rentré dans le test. Ici, il teste le fichier des paramètres s'il existe. Donc a priori, il est passé dedans, ça existe.
Ici, il nous fait la datation, voir si c'est différent. Ça veut dire qu'on est passé aussi dans la troisième condition. Et le trou ici, c'est l'équivalent d'ici. Ça veut dire que le fichier des paramètres a été lu. A priori, il n'a rien lu. C'est important. Tout ça, ça veut dire quoi? Alors vous allez me dire, mais j'ai cru le voir tout à l'heure. Effectivement, il est là, hein. Mais si on l'ouvre, il est vide. Donc il n'a rien lu. C'est tout à fait logique. Si je reviens là dans la partie cyclique, donc dans public, on va dans cyclique. Donc on a bien affiché ça, donc on est passé dans cette condition, celle-ci validée et celle-ci aussi. Donc on a été jusque dans extrait données. Extrait données, qu'est-ce qu'on a dans extrait données? Extrait données, il fait l'ouverture, mais nous on n'a pas eu d'erreur, très très bien. Ensuite, il va faire une boucle ici. Et la boucle, tant qu'on n'est pas à la fin du fichier. Mais on est à la fin du fichier, le fichier est vide. Donc il ne rentrera jamais dans la boucle. Et puis ici, on ne fait aucun traitement. Enfin, on ferme le fichier. Voilà, donc quelque part là, ce qu'on a vérifié, c'est juste le traitement pour vérifier que tout l'ensemble des tests pour pouvoir accéder au fichier est bien correct et qu'on n'a pas eu d'erreur d'ouverture. Maintenant, on va remplir le fichier des paramètres. Alors pour ça, je vais dans paramètres ici, je vais tout en haut et je vais sélectionner l'ensemble des paramètres que l'on a configurés, en tout cas qui sont traités par le logiciel. J'ouvre le fichier param, je recopie dedans et je vais juste effacer tout ce qui est ici en préfixe qui ne sert strictement à rien. Voilà, donc ça très bien, et puis ça on va virer. Tac, alors on va sauvegarder ce fichier là. Alors il n'y a rien, mais c'est pas grave, moi je veux juste voir qu'il arrive à me lire mes lignes. On avance pas à pas, c'est très important. Parce que si on fait trop de tests en une seule et unique fois, on est noyé dans les informations et puis on est perdu en fait, hein, à la fin. On ne sait plus d'où vient l'erreur, qu'est-ce que c'est, qui a créé le premier élément, enfin ça va être c'est une misère. Donc, on avance pas à pas. D'ailleurs, justement, dans le fichier, je vais quand même vérifier différentes choses. Je vais virer différentes choses. Entre autres, toute la partie config avec les choses mauvaises, les sans backslash, tout ça, on a vu que ça marchait, je vire. Là, avec le petit paramètre à 0, on a vu que ça marchait, je vire. Ici, dans les paramètres publics, dans le cyclique, on a vu, au moins au tout début, que ce test-là, il fonctionnait. On vire, on vire, on vire. Ça ne sert plus à rien. On sait de toute façon, on rentre là-dedans. On rentre dans la fonction extrait données. Maintenant, on va focaliser nos efforts sur extrait données. Voilà, donc ça c'est fait. Le paramètre lu m'apparaît, mais ça n'a plus de sens. Moi, ce que je veux uniquement, c'est ça. Et encore, je pourrais virer ça. Config OK, je sais que c'est bon. Le print get file name, c'est bien, ça me donne toujours une indication de où se trouve le fichier. Je le laisse, ça sert toujours. Et puis voilà, c'est beaucoup plus simple. On compile. Voilà, je vais dans Notepad, je vérifie que le fichier est bien sauvegardé. C'est bon, j'ai bien sauvegardé le fichier. Je vais dans la console, je vais effacer tout ce blabla ici et je vais relancer le robot. Plein de choses intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, j'ai le blabla classique. Très bien, ça c'est parce qu'on a créé les logs, hein, donc c'est ok, c'est dans la partie des logs. Ici, c'est bien le fichier des paramètres, donc je vais garder mon print get file name, donc c'est bon. Et ici, je retrouve ici la ligne contient news. J'ai un champ, donc il a bien extrait le champ, et il a bien appelé li news. Donc en fait, quand vous regardez ici, ici, première ligne, li news. Effectivement, il a lu la ligne, il y a un champ, uniquement un champ, et il a appelé la bonne fonction. Ici, destart, il a appelé destart, dn, off, cut, all cut, all cut. Là, vous vérifiez en fait la cohérence entre ce que votre fichier param contient, comment votre logiciel a interprété les lignes qu'il a lues, et du coup, s'il a bien appelé les fonctions qui vont extraire et comprendre la ligne des paramètres. Donc là, a priori, tout est correct. À chaque fois qu'on a une ligne, on a eu un appel. Et puis l'appel est cohérent en plus. Ça, c'est super important. On a vu qu'il y a toujours un seul champ, parce qu'effectivement, on n'a pas de séparateur. Maintenant, on va renseigner tout ça et on va regarder ce qu'on peut en faire.
Pour ça, alors je vais fermer ça. Ici, je vais dans les paramètres. Et normalement, je vous avais fait dans les vidéos les explications. Au tout début, j'avais expliqué et j'avais dit les commentaires sont importants pour savoir comment remplir les paramètres. Et c'est vrai que là, c'est important. Donc, commençons par les news. Les news, on a une date. Alors la date, on va mettre le 12/08 2025. L'heure, on va dire que c'est 12h13. L'impact, je crois que c'est 0, 1, 2, 3, un truc comme ça. Et la sécurité, c'est en nombre de minutes ou secondes, je sais plus, on va dire 30. De toute façon, tout est indiqué derrière, hein, ici. Hein. Normalement, voilà, l'heure. Alors, attention à la date. Je me suis fait avoir, hein, c'est pour ça que je vous le dis. La date, on s'attend à avoir 2 chiffres. Donc, si jamais c'est, par exemple, c'est 0,8, hein, on évite de faire 8. Ensuite, pour l'impact, c'est 0, 1, 2, 3. Pour le majeur, on va laisser un majeur, pourquoi pas, 3. Et le 30, c'est la sécurité. Les news, c'est en secondes. Donc on met 30 secondes, c'est très bien. Ensuite, le destart. Destart, c'est l'heure. Donc là, on va dire que c'est du 7h15. Ici, le séparateur, c'est le point virgule. La fin de la journée, c'est 22h10. Le off, c'est une date. C'est une date, donc on va dire, on s'arrête, je sais pas, le 18/07/2025. Le day cut, c'est 1 heure, c'est-à-dire la coupure des positions. Donc là, on va dire que ça s'arrête à 23h. Le all cut, alors là, c'est une date et 1 heure. On va dire que c'est le 19/07/2025 et l'heure, on va dire que c'est à 22h. Non, pas si, 22h00. Le risque, point virgule, je mets un risque de 1%. Le DELOS maximum, on va dire, c'est du 2%. Le max de la semaine, 3%. Le trailing stop, je m'en fous, mais je vais quand même mettre 10 points. Le simu, alors l'état, c'est quoi? C'est 0,1, je crois. Hein. L'état, c'est effectivement 0, pas sélectionné, 1 sélectionné. On va dire là, on est en simulation. Le stop et go, bah là, c'est un coup, on arrête le robot, un coup, on le met en route. D'ailleurs, si vous avez créé votre fichier param et que ça ne démarre pas, vérifiez que vous avez bien le go dans les paramètres. S'il n'y a pas le go, votre robot ne démarrera pas. Ensuite, les logs. Les logs, le niveau. Alors le niveau, on va tester avec un niveau full, donc 0, 1, 2, 3 et 4. On va dire que c'est 4. Les alertes, on va tout sélectionner. Et le visu, je crois que c'est la taille, on va dire que c'est du 2. On va afficher en grand. Voilà. Alors je vous montre comme ça. Voilà le fichier des paramètres avec lesquels on a respecté ce qui était attendu dans nos commentaires, en tout cas dans nos commentaires. Alors, si les commentaires sont faux et que vous avez fait des conneries, bah, ça ne marchera pas. En tout cas, voilà, ça c'est fait. On va sauvegarder le fichier des paramètres et on va même carrément aller dans le Darwin, parce que maintenant qu'on va charger les paramètres, on va peut-être ici récupérer des choses intéressantes. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont des fonctions qui permettent de savoir de façon régulière, en fonction du marché, si effectivement on est dans un horaire de trading ouvert ou fermé, si on est dans une journée qui autorise le trading, si on est dans une zone de coupure ou pas de coupure, si on est dans une zone de sécurité autour d'une news. Ça, on ne peut pas le tester là parce que le marché est fermé, hein, on est 14 juillet, donc c'est férié. Les marchés sont fermés et en plus ça n'a pas trop de sens parce qu'en fait il faudrait que le marché soit vraiment en activité et de se définir pile en direct sur le marché pour avoir des zones et vérifier qu'effectivement ça passe de 0 à 1 et de 1 à 0. Ça on le teste par exemple quand on est avec le visu. On a des petits boutons rouges et verts et on le voit directement. Donc ça on le testera pas là, ça n'a pas trop de sens. Savoir si le robot est en run ou en simulation, ça, effectivement, on peut le faire, puisque là, on a dit qu'on était en simulation, et on finira, après lecture du fichier, au fait qu'il soit run, donc on pourra l'afficher. Donc là, ici, je vais faire un print, et là, je vais récupérer robot et run, et pareil, juste après,
avec le robot est en simulation. Et pour être sûr de ne pas me perdre dans les prints que je vais avoir derrière, je vais juste rajouter un texte ici. Voilà. Je reprends tout bêtement le nom de la fonction, hein, avec un petit égal. Comme ça je l'aurai testé et ça sera vraiment en correspondance avec le contenu du fichier paramètre. Pour les news, ça passe ici avec le petit caractère là. C'est un retour d'information par adresse. C'est-à-dire qu'on doit avoir créé une variable de ce type-là pour la récupérer. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout bêtement ici créer une variable donc de ce type-là. Alors, je ne m'embête pas, hein, pour l'instant, je fais ça comme ça. Vous allez voir, on va arranger le truc, ça sera beaucoup mieux. Perte max, je vais écarter un peu, peut-être qu'on ne voit pas trop. Voilà. Alors, je pourrais faire ici une valeur double. Alors, déjà, on va faire propre dès le début. On va faire un local avec un L comme ça me permet de repérer mes informations. Donc la news, la date, une valeur double et une valeur entière. Voilà. On va quand même faire un truc aligné, c'est quand même mieux. Donc là, on récupère des valeurs entières ici, des valeurs doubles ici, des valeurs en datetime ici, des valeurs en struct news ici. Voilà, donc ça, on a créé nos variables locales à la fonction. Et maintenant, tout bêtement, je vais lire les données et après, j'ai affiché le contenu. Donc là, je reprends cette ligne-là, je fais ça, je récupère getNewsApproach. Et ici, je fais un getNewsApproach. Ici, avec le type, enfin, la valeur plutôt ici. Alors, qu'est-ce que je fais là? Ici, j'appelle getNewsApproach et je passe en paramètre la variable qu'on a créée ici. Normalement, ici, s'il me trouve une valeur, donc ça veut dire que si vraiment il découvre une valeur suite à la lecture des paramètres, qui est proche de la date d'aujourd'hui, il va me fournir l'information. On verra après comment afficher l'information. Pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est uniquement le côté, si tu as lu ce que j'ai mis dans les paramètres, tu devras me sortir ici un vrai. Et je vais faire pareil pour tout le reste. Donc le début trading, le fin trading, coupure position, fermeture obligatoire, le niveau de risque, la perte maxi mais pour la semaine, le trailing stop ici et le visu ici. Ici, les paramètres sont pas pareils puisque ici c'est de l'entier, là c'est de l'entier, on le voit ici. Après c'est du double pour la perte maxi, le niveau de risque. Et après, c'est du date time. Donc, je prends LDate et je vais changer tout ça. Voilà. Alors, pour que ce soit à peu près clair pour vous, je vais aligner pour être sûr. Voilà. Donc, tout ça, ça sera testé. Boum, on s'en fout, ça dégage. Et avec cette ligne, normalement, j'ai oublié un truc. Effectivement, vous avez raison. Là, sinon, ça va pas être très cohérent que pour du texte. Hein. Donc, ça c'est pas très grave, mais comme ça, on aura des informations cohérentes. Bref, voilà. Donc là, normalement, on va lire le contenu sans afficher le contenu. Pour l'instant, pareil, comme je vous dis, c'est étape par étape. Là, je veux juste voir que dans tout ce qu'on a mis dans les paramètres, déjà, c'est lu correctement au niveau de l'acquisition et qu'après, le logiciel connaît les informations et on verra après le contenu de chaque information. Donc là, je compile, ça se passe bien. Je vais dans la plateforme. Je vais effacer tous les blablas qui sont ici. Je vais glisser le robot sur le marché. Il me fait tout plein de choses. Alors, premier point à regarder. Ici, je remonte. C'est le début. Je remets mon éditeur. Alors, les news. Ici, effectivement, la ligne qu'il a lue, c'est bien ça. Et pour lui, il a trouvé 5 champs. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Chaque champ étant séparé par un point virgule. C'est tout bon. Ici, il appelle l'e-news, il extrait la date, l'heure et 2 valeurs entières. C'est bien ce qu'on attend. Donc là, c'est nickel. Ici, 2 champs avec l'extraction de l'heure. Ici, 2 champs, l'extraction de l'heure. 2 champs, extraction de la date. Ici, c'est l'heure. Ici, c'est la date et l'heure. Vous voyez, à chaque fois, on permet
d'identifier chaque étape intermédiaire pour vérifier qu'on est bien cohérent. Donc là, ça descend, ça descend. Bon, je vous passe les détails, c'est à vous de regarder, mais franchement, là, normalement, il n'y a aucun problème. Mais suivez bien l'information comme quoi ça doit être cohérent, hein. Ici, il a fini, et là, il me fait maintenant, est-ce que le robot est en route? Et là, il me dit, oui, c'est en route. Effectivement, on a fini par le go, donc c'est effectivement en route. Est-ce que le robot est en simulation? Oui, on a mis simulation égale oui. Donc là, il me dit bien que c'est en simulation. Si vous aviez lancé votre robot sans tous ces tests-là, avec ce paramètre, votre robot était en route et en simulation. Très important. Ensuite, ici, il regarde, est-ce qu'on a une news proche? Oui, tout ça, ça doit être à vrai. Fermeture obligatoire, non. Ah, faudra voir pourquoi. Mais a priori, tout est bon. Ici, je mets 0. Ici, je vais inverser le stop et le go. Donc, on ne sera pas en simulation et le robot sera stoppé. Là, je sauvegarde ça. J'efface le contenu. Je remets le robot dessus. Qu'est-ce qu'on a comme information? Le robot est run, il dit non. C'est un faux. Est-ce que c'est en simulation? Il dit non. Là, c'est très bien. Ça veut dire qu'on valide l'information, l'acquisition et l'information et le retour d'information. Là, on est sûr, à ce niveau-là, que l'information de robot run ou pas run est bien correcte, et le fait de simulation, pas simulation, est aussi correct. On avance petit à petit. Ici, fermeture obligatoire, faux, mais c'est tout à fait logique, je crois que c'est tout à fait normal, parce qu'en fait, il prend la date du marché, et le marché était fermé bien avant ça. Bon, bref, ça, on peut regarder pourquoi j'ai un faux. Donc, c'est fermeture obligatoire. Alors, qu'est-ce qu'il prend là, si c'est ça? Coupure position, il y a eu des coupures de position. Bon, ok, donc là, comme il prend la date du marché, à mon avis, la date du marché est fermée depuis vendredi soir. Là, j'ai mis une date qui était de samedi, donc ça n'a pas trop de sens, ce qui fait que pour lui, en fait, on n'a pas encore pris en compte la nouvelle date d'ouverture du marché. Bref, là, c'est pas grand-chose. On peut focaliser nos efforts sur ça, mais c'est pas forcément le but. Mais en tout cas, si vous avez quelque chose qui vous pose... Alors, oui, tiens, un truc important. Dans tout ce qu'on voit ici, dans les résultats, prenez le temps de bien lire chaque ligne, de bien analyser. Si vous avez la moindre question, s'il y a un truc qui dit pourquoi c'est comme ça, je m'attendais à ça, il n'y a même pas à savoir. Vous arrêtez tout, vous fouillez et vous cherchez pour répondre à votre question. S'il y a un pourquoi, c'est qu'il y a deux choses. Soit c'est vous qui n'avez pas forcément mis le contexte comme il fallait pour que ça fonctionne, ou bien c'est le code qui a une erreur. Si vous avez un pourquoi à une ligne, typiquement là j'avais un pourquoi, si j'étais vraiment en train de débugger complètement mon logiciel, j'aurais dit ouf, pourquoi? Et à ce moment-là, j'aurais vu le code, j'aurais détaillé, j'aurais regardé, j'aurais analysé, j'aurais vraiment mesuré. Ici, j'aurais ouvert le code, ici, et j'aurais mis des prints à tout va, j'aurais en fait lu la date, et j'aurais fait un print sur la date réelle, le test ici, la quantité de tableaux, est-ce que le tableau est renseigné, est-ce quelle est la date testée du tableau, en fait je mets des prints partout. Alors, on peut faire en pas à pas, je sais, mais n'empêche que là on fait du debug pour tout le monde. Donc je mets des prints, mais tous les prints, mais focalisés sur cette fonction. Et dès que j'ai compris que soit c'est le contexte qui n'était pas bien pour déclarer ce que je voulais, ou si c'est le code qui fait une erreur, tant que j'ai pas ma réponse, mon effort il est là-dessus. Le reste, on verra après. Mais mon effort, il est là-dessus. Donc, si vous avez la moindre question sur les résultats que vous obtenez dans vos prints, ici, vous arrêtez tout et vous cherchez pour répondre à cette question. Ne gardez jamais une question en suspens. Jamais, jamais. C'est ce qu'on appelle l'arbre qui cache la forêt. Il y a peut-être une erreur dedans qui va générer plein d'autres erreurs. Il ne faut surtout pas faire ça. Donc, moindre question, on veut la réponse, on cherche la réponse. En tout cas, là, tout va bien. Maintenant, ce que je vais faire, on va afficher le résultat qui a été lu. Directement, je dois avoir la même chose entre mon logiciel et le contenu vraiment des fichiers des paramètres. Donc, allez, on va ici, on va dans Darwin. Et ici, après avoir lu les paramètres, eh bien, je vais afficher le contenu des paramètres. Alors là, c'est LNews. Qu'est-ce que j'ai comme données? J'ai la date. Très bien.
Ensuite, j'ai lnews.l'impact et j'ai lnews la sécurité. Alors bien sûr, hein, on fait ça, je mets entre parenthèses date égale ici l'impact, hop, espace impact égale comme ça, et la sécurité, parce que sinon ça va pas être très lisible. Et la sécu, ok, super. Ici, je vais faire du copier-coller parce que je suis une vraie feignasse. Tac. Et je vais faire ici, et date, tac, voilà. La date ici que je récupère là. Hop là, hop, 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 un peu rapide. Allez, on va y arriver. Hop, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Ici, c'est du double. Donc, on va dire double, hein. On va faire comme ça. Ici, c'est du double, là, du double. Et là, c'est du int avec le lint. Comme ça, j'aurai toutes mes informations que j'aurai lues. Et bien, il n'y a plus qu'à faire. Super. Hop, on y retourne. On va recompiler ça. Ça se déroule très bien. Voilà, j'ouvre la plateforme. J'efface tous les commentaires. Et je reglisse le robot. Alors, bon, tout le blabla devant, on s'en fout. Par contre, là, donc là, c'est ici que ça commence à être intéressant. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les paramètres ici. Voilà. Donc là, j'ai quoi ici? Robot est en run. Faux. Effectivement, il est en stop. Robot en simulation faux. Effectivement, simu égale à 0, donc il est faux. Ensuite ici, est-ce que j'ai une news proche? Oui. Et il me dit, c'est le 12 août 2025. Effectivement, c'est bien ça. Oui, la date est affichée en anglais, hein, attention. Et puis c'est à 12h13, c'est bien à 12h13. L'impact est de 3 et la sécurité est de 30. Ça veut dire que toute notre acquisition des news est bien correcte et c'est bien ce qu'on a renseigné. Là, on valide complètement le contenu. Ici, le début de trading, la date, on s'en fout puisqu'en fait, on ne veut que l'heure. Donc c'est bien 7h15, la fin de trading, 22h10, c'est bien ça. La coupure, c'est à 23h, et là, la date de fermeture obligatoire, il n'y en a pas. Donc là, il faudra aussi analyser le contenu. Le niveau de risque, c'est 1, la perte maxi journalière, c'est 2%, la semaine 3, le stop, le trading stop est de 10 points, effectivement, et la taille de visu est bien de 2. On a tout vérifié, sauf la date de fermeture obligatoire, qui bizarrement n'a pas été pris en compte avec, avec le all cut ici. Donc là, il faudra voir exactement le pourquoi. Là, c'est intéressant d'aller fouiller dedans. Mais tout le reste est bon. Donc tout le reste est bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on rentre dans nos sources et on va virer tous les prints qu'on a fait parce que là, il n'y a pas trop de sens. Donc je sais que là, tout ça, je m'en fous. Par contre, date obligatoire, non, je le laisse parce que là, c'est bizarre. Ici, donc, les news, on s'en fout. La date, non, je garde. Le double, on s'en fout. Ici, le run simulation, on a vu que ça marchait, on s'en fout. Voilà, ça, c'est intéressant. Ici, dans la partie privée, j'ai vu que tous mes champs étaient lus, donc ça, on peut le virer. Ici, j'ai pas eu d'ouverture, d'erreur d'ouverture de fichier pour générer, pour forcer ça. Il faudrait peut-être faire un truc particulier. Bon, là, on a vu, en tout cas, le fichier était ouvert, c'est le principal. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, il y a beaucoup de print. Alors là, on n'a pas fait le champ inconnu, tiens. On aurait pu mettre un petit texte bizarre. Voilà, on aurait pu ça. On va regarder pour tout à l'heure. Donc, robot en route, on a vu que ça fonctionnait. Lui, ça fonctionne aussi. News, c'est bon, ça marche. En fait, on va faire un CTRL F et on va chercher tout ce qui est print. Voilà. Et tout ce qui est print, on vire. Donc, tac. Oui, il y a la petite fenêtre de recherche. Ok. Le print, il dégage. Ça vire. Le all cut, on vire. Le risque, on vire. Pour l'instant, il n'y a rien de difficile, hein. On nettoie. On évitera de faire du bruit pour rien du tout. Alors, n'empêche qu'à ce niveau-là, on a vu plein de choses très intéressantes. On a vu qu'en fait, notre fichier des paramètres était bien accessible, très bien. On a vu aussi que quasiment, même tous les paramètres ont bien été compris et on a appelé la bonne fonction de lecture et d'extraction. Donc ça, c'est très bien. On a vu que le logiciel avait bien mémorisé, champ inconnu, on laisse comme ça. Donc on a vu que le logiciel avait bien mémorisé les données qu'on avait transmises, sauf pour la clôture, tout ça, mais ça, c'est autre chose. Enfin, on a vu beaucoup de choses. On a vu qu'on pouvait forcer l'information comme quoi le robot était actif ou non actif, en simulation ou pas en simulation. Ça ne veut pas dire que le robot fonctionne. Ça veut juste dire qu'au niveau des paramètres,
on a bien correctement les choses. On a vu que chaque date était correctement lue, chaque heure était correctement lue, chaque valeur double était correctement comprise et chaque valeur entière était comprise aussi. On a vu que le nombre des paramètres était bien saisi et interprété correctement, chose qu'on aurait pu faire. On aurait pu là vraiment pousser plus loin, par exemple ici, dans les paramètres, vous voyez, on contrôle ici. Est-ce que les paramètres n'ont pas la bonne taille? À ce moment-là, on aurait pu dire, je retire un paramètre de mes paramètres, et puis je regarde si effectivement j'ai ce message d'erreur. On aurait pu vérifier plein de choses pour vraiment vérifier chaque condition de chaque fonction. Je vous le propose, je ne vais pas le faire là parce que sinon la vidéo est déjà assez longue, mais c'est des choses qu'on peut faire. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, on met une date, par exemple une heure invalide, on met une date invalide, on met une valeur numérique avec une lettre dedans par exemple, on force le passage dans toutes les conditions du logiciel. Et comme ça, on est garanti que c'est robuste et que c'est testé complètement. Dans le public, donc je crois que j'avais tout viré, donc ça devrait être bon. Donc là, si on compile, ça va compiler, vu que j'ai retiré que du code. Voilà, et si je vais dans la plateforme et que j'efface tout le contenu ici, et que je relance le robot, on aura un petit peu moins de bruit, vu qu'effectivement, ce qui nous reste, c'est uniquement le fait qu'on ait appelé donc le paramètre, mais en tout cas qu'on a une date de fermeture obligatoire qui est faux. Pourquoi faux? Et bien là, c'est la question à se poser. Pour répondre à cette question, dans le getDate fermeture obligatoire, il y a plusieurs choses. On a une boucle ici, qui va avec un tableau ici. On va tout bêtement afficher la taille du tableau. Donc arraySize, je fais un texte ici, arraySize égale ça. Pourquoi? Parce que je veux savoir est-ce que mon tableau est renseigné. S'il est renseigné, ça veut dire que j'ai des dates dedans. S'il n'est pas renseigné, il va falloir que je me renseigne de où sont créés, où est renseigné ce tableau. Et après, on remonte en fait l'information. Si le tableau est vide, pourquoi il est vide? Est-ce que c'est moi qui ai oublié du coup de mettre un contexte particulier avec des bonnes informations, ce qui est possible, ou est-ce qu'il y a une erreur en amont que j'ai pas forcément vue, qui peut générer aussi ce fait que le tableau soit vide? Ici, je fais un test ici. Je convertis la date du tableau. Et ici, je fais un test surtout très important, c'est que je compare en fait le jour, mois, année entre ce que j'ai dans les paramètres et ce que j'ai en date locale. Donc là, à ce niveau-là, juste ici, je vais faire un print et je vais tester. Donc, je vais tout tester en fait. Voilà, je fais ça. Alors, ici, donc voilà, j'ai repris tout bêtement le contenu ici qu'il y avait donc, dans le test. Et j'ai mis donc jour, mois, année pour le local, le jour, mois, année pour les paramètres. Et ici, j'ai bien la bonne valeur avec des mois, année, jour, mois, année aussi pareil. Alors, ça va me donner pas mal d'informations. Ici, si jamais j'ai 0, ça veut dire que j'ai pas de tableau renseigné. Question, pourquoi pas de tableau renseigné? Si jamais j'ai une valeur, je sais pertinemment que je vais rentrer dans la boucle. Si je ne vois jamais ça, ça veut dire que j'ai un problème de conversion ici. Donc ça va me répondre à une question. Ah, j'ai 0, donc j'ai eu un problème ici. Pourquoi pas? Si j'ai l'information ici, je vais pouvoir comparer les jours, mois, années. Vérifier qu'effectivement, on est cohérent ou pas cohérent. Là, j'ai des espaces, je mets des espaces là, sinon ça ne va pas forcément être lisible. Voilà. Et puis après, ici, c'est la suite logique. On verra par rapport à la date, on verra plein de choses. Voilà. J'espère que j'étais assez clair. J'ai été un peu rapide. Faites des pauses sur la vidéo, il n'y a pas de problème. Donc, je compile, c'est OK. Je vais dans la plateforme, tac, ici, j'efface le contenu parce que je m'en fous. Je glisse le robot ici, tac, tac, tac. Et voilà ce que j'ai. Donc, le tableau a été renseigné. Première chose. Ça veut dire que quand j'ai fait mes fichiers des paramètres, que je vous remontre ici, la date ici, a priori, il y a quelque chose qui a été pris en compte. Et on regarde ce qui a été pris en compte. Ici, en local, je m'en fous. Par contre, en paramètres, j'ai le 13/7/2025. 13/7/2025. C'est bon. Il m'a bien récupéré le paramètre que j'ai renseigné. Ça, c'est une bonne chose. Et lui, ce qu'il a en local, il a le 13/5. 5 wow. 2025. Bon, j'ai pas dû ouvrir ma plateforme depuis le mois de mai. C'est vrai que je travaille beaucoup essentiellement sur MT4. C'est logique. Donc effectivement,
Ben, on n'est pas du tout dans la bonne date en fait, on n'est pas dans une date où on va fermer les positions. Par contre, si je m'amuse à mettre ici 5, là il y a de fortes chances qu'on ait après une date de fermeture qui sera validée. On fait ça, j'ai sauvegardé les paramètres, je remets le robot, et effectivement on a une date de fermeture qui maintenant est validée. Voilà. C'est juste parce que le marché, j'avais pas renseigné depuis pas mal de temps et qui était resté sur le mois de mai. Donc effectivement, on n'était pas vraiment à la date du jour. Mais quand on met une bonne date, bah, à ce moment-là, on est cohérent et on est dans une journée où on doit fermer les positions. Donc là, on a répondu à la question, on a compris en mettant des prints, vous voyez, un peu à différents endroits stratégiques, et on a vu où était la différence. Et du coup, bah, effectivement, c'était l'environnement qui n'était pas cohérent, mais le code fonctionne. Voilà, donc du coup là, je vire toutes les lignes que j'ai rajoutées, ça n'a plus trop de sens. Dans les private, pareil. Ah si, on a un truc encore que j'ai pas vu avec vous. Dans les paramètres, je vais mettre ici une ligne, bah tiens, trailing, je vais mettre 2 fois R. Donc ça, c'est un truc, un mot-clé qui n'est pas connu. Et donc si je relance le robot, il va me sortir champ inconnu, ici. Donc on a pris aussi en compte le fait que quand on avait une valeur de paramètre inconnu, on avait bien une information champ inconnu. Voilà, c'est tout ce qui nous intéresse. Donc là, c'est nickel. Maintenant, on va pouvoir supprimer. Donc je vais faire dans les paramètres privés une recherche de print. Effectivement, champ inconnu, je peux le virer. Ça n'a plus de sens. Et c'est tout. Dans les publics, si je recherche aussi, je n'ai rien. Et Darwin, ben Darwin, on va virer tout ça, il n'y a plus trop de sens. Voilà. À ce niveau-là, ce qu'on a fait, on a testé en grande partie l'objet des paramètres. Donc on a testé la configuration, on a testé l'acquisition, on a testé le décortiquage, le déformatage en fait des différents paramètres. On a testé la bonne prise en compte dans le logiciel, donc la mémorisation des paramètres. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, moi ce que je peux vous dire, c'est que je suis assez rassuré quand même. C'est que dans la partie onInit, bon, les logs, on a vu que ça marchait, les alertes, on a vu que ça marchait. Les paramètres ici, on a vu que ça marchait et qu'on avait vraiment moyen, si on renseignait correctement le fichier paramètres, d'acquérir les paramètres et donc de configurer le robot. Ensuite, on verra toute la partie peut-être monnaie, contexte, tout ça, on va voir ça. Mais en tout cas, jusqu'à présent, si vous avez ça, si vous avez fait les tests et que vous avez exactement ce que j'ai au niveau des paramètres, vous avez un robot qui sait lire sa configuration et qui sait vous informer au niveau des logs et des alertes. C'est un énorme pas. Je vous assure que c'est un énorme pas. Après, il y a plein d'autres cas, mais pour l'instant, si vous avez ça, c'est un énorme cas. L'étape d'après, on essaiera de voir toutes les petites fonctions annexes qui est donc par rapport au contexte, par rapport à l'affichage, par rapport à la surveillance. On verra ça si on peut faire. Et on va rapidement attaquer la partie stratégie pour vérifier déjà si de façon cyclique, le robot tourne réellement. Est-ce que vraiment ça fonctionne? Là, on va passer sur du backtest pour vérifier grâce au backtest en simulant donc un environnement dynamique, voir si effectivement le robot fait bien les traitements cycliques, s'il découvre bien les moments où il doit analyser la stratégie, où elle doit décider de traiter la stratégie, parce que c'est quand même la partie la plus forte. Mais là maintenant, on sait qu'on a un environnement de robot qui peut être maîtrisé, qui peut être configuré. Je vais vous laisser, c'est déjà une belle vidéo, donc n'oubliez pas, si vous avez des problèmes de sources, si vraiment vous êtes largué complètement dans la recopie des sources que je vous ai montré, vous pouvez les télécharger sur le site. Vous pouvez, alors je ne fais plus d'atelier parce que l'atelier, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de gens qui voulaient vraiment être dans un atelier. Écoute, tant pis pour vous, hein. Moi j'étais prêt à le faire. Il y a du coaching, alors oui c'est cher, mais du coaching c'est personnalisé. J'ai même question d'ailleurs de faire, ça m'a été conseillé par quelqu'un, de faire un Discord ou quelque chose comme ça, donc il faudrait faire un canal d'échange. Je pense pas que ce soit encore valable parce qu'il n'y a pas assez d'abonnés, pas assez de gens qui sont intéressés, qui sont dynamiques, mais peut-être qu'un jour ça va se faire. Non, ce qui vous reste vraiment, c'est l'abonnement évidemment, le partage. Si vous voulez vraiment rentrer dans le côté programmation, tout ça, j'ai beaucoup d'autres vidéos qui vont venir derrière pour apprendre à programmer sur MetaTrader 4 et 5, mais plus détaillées, plus généralistes.
l'abonnement, le partage, les sources téléchargeables. Dans le site avec les sources, vous avez aussi, dans chaque partie de sources téléchargeables, vous avez l'ensemble des vidéos qui sont en relation. Donc allez-y. Savoir aussi que si vous téléchargez par exemple le lot numéro 2 et vous chargez le lot numéro 4 derrière, vous ne repayez pas le lot numéro 2, hein. Non, non, bah ça serait dégueulasse. Non, non, il y a des codes de promo qui permettent de réduire en fait le prix du lot numéro 2. Ça vous évite de payer 2 fois les choses. Bon bah voilà, écoutez, maintenant, normalement, les alertes, bon, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Et puis surtout les paramètres. Normalement, les paramètres, maintenant, ça fonctionne. Si vous avez un problème, fouillez vraiment, mais il faut vraiment, mais ça je vous assure, il faut vraiment que les paramètres fonctionnent pour votre robot. Si ça fonctionne pas, vous allez avoir n'importe quoi derrière. Donc faites en sorte que vos paramètres et que toute la vidéo et votre code soient vraiment identiques et qu'on n'ait pas une coquille chez vous, ça cache quelque chose et ça va vous empêcher d'aller plus loin. Bon maintenant, vous avez eu le temps de réfléchir à ça? Hé hé. Alors à votre avis, on va déjà commencer ici. A égale 1 point virgule. Bon, on s'en fout de la condition, mais que vaut A? Alors pour tous ceux qui ont répondu 1, ça va, c'était pas très dur. Ceux qui ont répondu autre chose, faut arrêter la bière. Non, non, faut vraiment arrêter. Non, après ça, A vaut 1, effectivement. Bon, c'était un tour de chauffe. Mais là, c'est très intéressant. Ici, est-ce que la condition est vraie? C'est-à-dire que si vous faites ça avec après parenthèse ouvrante et parenthèse fermante, est-ce que votre code va aller dedans? Déjà, est-ce que ça va compiler? Alors, théoriquement, tout ça, en grande partie, ça compile. Mais est-ce que ça va dans la condition? Alors, ceux qui ont répondu... Ah, il y en a qui ont dit faux. Donc, ceux qui ont répondu vrai, ben vous avez raison. Ça va dans la condition. Pourquoi? Parce que ça, je vous le dis tout de suite, c'est pas un test. Ça, c'est une affectation. Quand on fait avec un égal et un seul signe égal, on affecte une valeur à une variable. Donc ça, c'est une affectation. Pousse-toi, alors... ouais, non, parce que là, il va dire des bêtises. Si vous avez ça, là, if a égale 1, le compilateur, ce qu'il va faire, il va résoudre ce qui est dedans, donc l'affectation. Donc il va faire quoi? Il va mettre 1 dans A. Ce qui fait que ça va être l'équivalent de if A. Donc, if 1. Et 1, 1 c'est positif, c'est une valeur booléenne, on va dire. Booléen, ça veut dire que soit c'est 0 ou différent de 0. Si c'est 0, c'est false. Si c'est différent de 0, c'est true. On verra des exemples après. Donc là, il a résolu, il a affecté en fait la valeur 1 dans A, ce qui fait qu'il a l'équivalent de if 1. Donc, c'est vrai. Ce qui fait qu'il va aller dedans. Par contre, si vous faites ça, on met 0 dans A, et du coup, on a si 0, enfin if 0. Et du coup, c'est faux. Et là, on n'ira pas ici. Donc là, on ira ici, et là, on n'ira pas là. C'est important parce que vous allez voir après, il y a d'autres situations, et j'avais oublié ce cas-là. Et c'est intéressant. Allez, tu peux revenir. Ici, est-ce que l'on va dans... Alors déjà, oui, ici, A vaut 1. Ok, puisqu'en fait, on a affecté 1 dans la valeur A. Ici, est-ce qu'on va dans la condition? Bah oui, oui, on va dans la condition. Pourquoi? Parce que là, on a testé, on a vraiment vérifié que A était égal avec la valeur 1. Donc les deux valeurs sont identiques, donc on va effectivement dans la condition. Et A n'a pas été changé, donc A vaut toujours 1. Ici, ça c'est le piège. À votre avis, est-ce que ça va dans la condition? Alors, ceux qu'on dit non, réfléchissez à ce que je vous ai dit ici. Parce que ici, qu'est-ce que l'on fait? On ne teste pas la valeur A, on s'en fout. Il y a un seul égal. On fait une affectation. On met 2 dans A. Donc on va dans la condition là. Et oui. Et que vaut A? Eh bien A,
il vaut 2. Donc là, vous pourriez avoir l'impression que c'est une condition. Vous avez mis A égale 1. Pour vous, ça ne va pas là, puisque A n'est pas égal à 2. Sauf que vous avez affecté. Et ça, c'est une connerie que font... j'ai déjà fait plusieurs fois. Mais ça, c'est les gens qui passent d'un langage à un autre et qui ne sont pas habitués au langage C, C++ et autres, qui comparent, enfin, qui fait la différence entre une affectation et un test. Ici, la grande différence, c'est ça. Est-ce qu'on va dans la condition? Là, on fait réellement une comparaison de A, enfin de la valeur de A avec la valeur 2. Les deux valeurs sont différentes, parce que là, A vaut 1 et lui, il vaut 2. Donc là, on n'ira pas ici. Et A n'a pas à échanger, en fait, il vaut toujours 1. Ici, c'est quelque chose que je vous propose, c'est de la notation sécuritaire. Ici, déjà, est-ce que ça compile? Non. Non, ça compile pas. Pourquoi ça compile pas? Parce que lui, il y a un seul égal. Donc il va faire une affectation. Une affectation, il va ranger la valeur de A dans 1. Non. Non, ça, à la compilation, ça ne passera pas. Donc il n'y a même pas question d'aller plus loin. Ici, cette ligne-là, déjà, est-ce que, à votre avis, ça compile? Eh bien oui, ça compile. Parce que là, on va tester, comme ici, hein, on va tester, puisque c'est un double égal, on va tester la valeur de A avec la valeur 1. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hein. Et ça, est-ce que ça va dans la condition? Oui, puisque la valeur de A vaut 1, et la valeur de 1 vaut 1. Donc les deux sont égales, on va dans la condition, et A vaut 1. Ici, ça compile, hein, comme ça, il n'y a pas de problème, c'est bien une comparaison. Est-ce que la valeur de A est égale à 2? Là, non. Donc ici, on ne va pas dans la condition, et A n'a pas été changé. Et ici, à votre avis, est-ce que ça va dans le code ici de la parenthèse? Eh bien oui, ça y va. Pourquoi? Parce que ici, c'est comme si on testait une valeur booléenne. Vous savez qu'une valeur booléenne, c'est true ou false. En règle générale, dans la majeure partie des langages, faux, c'est quand ça vaut 0. Et true, alors soit ça vaut 1, soit ça vaut FF, donc 255. En tout cas, c'est différent de 0. Ici, A est différent de 0. Donc la condition lui va dire, est-ce que c'est différent de 0? Oui. Donc on va là. On va dans le code. Et A n'a pas changé, A vaut toujours 1. Pourquoi je vous montre ça? Parce que généralement, on écrit comme on pense. C'est-à-dire qu'on dit, si A égale 1, je fais ça. Donc on a tendance à écrire dans ce sens-là. Ou malheureusement dans ce sens-là. Et là, le compilateur, il le comprend. Pas ce que vous voulez faire. Mais il comprend cette écriture-là. Et il comprend celle-là aussi. Sauf que les deux, vous avez vu, les deux sont différentes au niveau du traitement. C'est un peu comme on a vu ici et là. Et en fait, le problème, c'est qu'on va dans un traitement là sans avoir réellement fait ce qu'on s'attendait à ce qu'il fasse. Par contre, si vous écrivez de façon sécuritaire, mais en fait, si vous écrivez avec un seul égal dans une condition, le compilateur va vous jeter. C'est une sécurité. C'est-à-dire qu'on est sûr que cette manière d'écrire là, on risque pas de faire cette erreur ici, ou cette erreur là d'ailleurs. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour éviter les coquilles, d'avoir un seul égal dans une condition. Voilà, je voulais vous montrer, donc ça, gardez-le en mémoire, parce que ça peut vous aider, surtout si vous avez une condition et que vous ne comprenez pas pourquoi les valeurs ne sont pas égales au test de la condition et que ça va quand même dans votre code de la condition. C'est souvent parce qu'on a fait des genres de choses comme ça, où on s'est gouré sur les conditions, on a fait différents trucs. Voilà. Ça, c'est très important, je vous le montre parce que ça peut réellement vous servir. Voilà, en tout cas, maintenant, il est temps pour vous de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Vous pouvez, alors si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo, ça part en fait d'un ensemble de vidéos qu'on a fait pour développer un robot de trading sur MetaTrader 4 et 5, robot compatible, il n'y a aucun problème,
qui fonctionne, enfin ça fonctionnait chez moi. Des gens ont dit: «Ouais, bah, c'est bien beau, mais moi j'ai regardé toutes les vidéos et ça marche pas et je sais pas comment trouver mes erreurs». Donc les vidéos maintenant sont là pour trouver toutes les erreurs et puis du coup, bah, je vous fais quelques exercices comme ça qui va vous aider en fait à comprendre des conneries que vous pourriez faire. Ça peut aider. Alors ça marche, en ce genre de choses, c'est du C, du C++, ben, du méthacode sur le langage. Il y a beaucoup d'autres langages qui sont dérivés du C et qui peuvent, avoir ce genre de bêtises. Voilà, si vous faites par contre d'autres, langages, il n'y a pas forcément ça. Allez, sur ce, eh ben, bon courage et puis on se voit bientôt pour la suite.